Le grand dossier, bonjour à tous et soyez les bienvenus. À l'instant, Donald Trump vient de s'exprimer sur le sommet de demain, le sommet en Alaska, vous le savez, sur le cessez-le-feu. Il n'est pas sûr, il n'est pas certain du tout de pouvoir l'obtenir auprès de Vladimir Poutine. Il y a 25% de chances d'échec, vient-il de déclarer le président américain. Regardez, c'est une phrase évidemment qu'on analysera avec nos invités. On sent en tout cas que la pression monte et la pression, c'est plutôt Vladimir Poutine qui l'exerce, le président russe. Pourtant, criminel de guerre, pourtant inculpé par la CPI, est reçu aux États-Unis pour un face-à-face donc avec le président américain. C'est lui qui est en position de force. D'ailleurs, les Russes font preuve d'une confiance insolente. On le voit dans les déclarations officielles, on le voit à la télévision d'État, on le voit aussi dans l'organisation de ce sommet. Ce sont eux qui dévoilent les détails et non pas la Maison-Blanche. Et puis Vladimir Poutine lui-même, serein, sûr de lui, qui a réuni aujourd'hui tous les grands pontes du Kremlin pour évoquer ce tête-à-tête. Écoutez-le. Bonsoir mes collègues. Je voulais vous informer du processus de dialogue sur la crise en Ukraine et sur le dialogue entre les deux partenaires et les délégations ukrainiennes. Beaucoup de ceux qui sont présents le savent, bien sûr, mais je vais vous en parler plus en détail. Je voudrais vous dire à quel stade nous sommes aujourd'hui avec l'administration américaine qui, comme tout le monde le sait, fait un effort assez énergique et sincère pour terminer les combats, mettre fin à la crise et s'assurer d'arriver à la satisfaction de toutes les personnes impliquées dans ce conflit, pour créer de longues conditions de paix entre nos pays, dans l'Europe et dans le monde entier. Si nous parvenons à l'étape suivante, nous entrerons dans une zone de contrôle des affaires stratégiques. C'est ce que je voulais vous dire au préalable. Voilà ce que nos invités trouvent Vladimir Poutine assez sûr de lui avant ce sommet. Colonel Michel Goya, bonjour. Bonjour Magali. Consultant militaire LCI, Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Magali. Expert en renseignement, auteur de Service Action, Le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Et notre reporter Claire Cambier, bonjour. Bonjour Claire. Vladimir Poutine, assez sûr de lui, on va y revenir. Mais l'actualité, c'est aussi les dernières déclarations de Donald Trump. Donc, je vous le disais, avec ses 25% de chances que le cessez-le-feu n'ait pas lieu. Ce sont les estimations, il y a un instant, du président américain. Sergueï Boutman est également avec nous, journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? D'un côté, Vladimir Poutine, donc, qui réunit tous les pontes du Kremlin. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont en route pour Anchorage, puisqu'ils vont participer à ce sommet. Et donc Donald Trump qui, à l'instant, déclare, je crois, que Vladimir Poutine est désormais convaincu qu'il va conclure un accord. Il va conclure cet accord, je pense qu'il le fera. Et nous le saurons tous donc demain. Votre sentiment à vous ? Et nous ne savons pas quel serait cet accord. Qu'est-ce que c'est que cet accord ? C'est un cessez-le-feu ou bien c'est que l'Ukraine devrait céder une très grande partie de son territoire à la Russie. Toutes les 4 régions et la Crimée aussi. Qu'est-ce que ce serait ? Donald Trump a dit qu'elle n'allait pas discuter la répartition des territoires, mais Vladimir Poutine a tout le droit, de son avis, qu'il a tout le droit d'insister sur un compromis extrêmement favorable pour la Russie, parce que lui, il est en offensive. Lui, il a été invité aux États-Unis. Ce n'était pas lui qui était l'initiateur de cette rencontre, et il est extrêmement sûr de lui. Alors vous êtes d'accord, extrêmement sûr de lui, Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par Donald Trump là, donc sur ce cessez-le-feu. Après tout, 25% de risque d'échec, ça veut dire 75% de risque de réussite. Oui. Une deuxième réunion sera nécessaire selon lui et il fera tout pour imposer une réunion tripartite à Vladimir Poutine. Oui, alors il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que cette première réunion en Alaska, de toute façon, elle n'est pas décisionnaire. Il n'y a aucune décision qui sera prise, puisque il faudra attendre l'approbation ou non de Volodymyr Zelensky. Voilà, on n'est pas dans la conférence de Munich où on décide de tout sans même la présence des Tchèques à ce moment-là, en 1938. Ça, c'est le premier point. Donc là, on est dans une première phase. Dans cette première phase,
qu'est-ce qui peut être considéré comme un succès. Dans le terme militaire, on appelle ça l'effet majeur, le minimum pour que ça puisse être considéré au moins par Trump comme un succès. Apparemment, et ça a été évoqué, ce minimum, ce serait un cessez-le-feu. Voilà, donc la question qui se pose, est-ce que Vladimir Poutine va accepter finalement un cessez-le-feu? Alors on entend cessez-le-feu général, pas un petit cessez-le-feu de tir sur quelques zones particulières, non, un cessez-le-feu général. Est-ce que Vladimir Poutine va l'accepter essentiellement, parce que jusqu'à présent c'est toujours refusé, pour faire sauver la face Donald Trump, lui donner justement cette petite victoire? Ça, c'est vraiment toute la question. Pour le reste, il est probable que les Russes arrivent avec... et les Russes, ça c'est toujours la méthode classique, ils ont bossé, ils travaillent, ils ont préparé leur plan, c'est très planifié, c'est très organisé. Vladimir Poutine, il connaît ses dossiers, il lit, contrairement à Donald Trump, il lit des papiers, il lit des trucs écrits sur des papiers, il ne se contente pas d'entendre des choses. Ouais. Et donc, ils arrivent, ils vont probablement présenter quelque chose d'assez maximaliste, qui sera par la suite inacceptable pour Volodymyr Zelensky, et puis là, probablement repartira sur un autre round de négociations. Mais voilà, toute la question, c'est ça. Est-ce que, malgré tout, ils vont accorder ou pas cette possibilité de cesser le feu? Au passage, c'est pas vital pour les Russes, le cesser-le-feu. Le cesser-le-feu, bon, ok, pour cesser le feu, on peut le trahir très rapidement. Ça ne change pas forcément le rapport de force sur le terrain, dans l'immédiat. Donc pourquoi pas? Mais la vraie question, elle est là. Sergueï Boutman, votre sentiment à vous sur plusieurs choses. Donc ce que dit Donald Trump sur le cessez-le-feu, donc on va les redécouvrir ensemble, puisque voilà, les annonces de Donald Trump sont arrivées alors que nous étions en train de faire l'émission, donc je les découvre avec vous. Je ne sais pas si nous aurons un cessez-le-feu immédiat. Il y a 25% de chance ou de risque d'échec. Je crois que Vladimir Poutine est désormais convaincu qu'il va conclure un accord. Il va conclure un accord, je pense qu'il le fera. Et donc sur cette réunion tripartite, regardez, il y a cette réunion demain donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais c'est que la première. Cette réunion prépare la deuxième. Cette deuxième réunion sera très très importante, car ce sera une réunion où ils concluront un accord. Sous-entendu, il y aura donc dans la deuxième réunion Volodymyr Zelensky. Il a toujours refusé, Vladimir Poutine, de rencontrer Volodymyr Zelensky. Il a toujours refusé le cessez-le-feu. Est-ce que vous voyez là accepter ces deux choses? C'est ça, quel cessez-le-feu? Parce qu'on a beaucoup parlé d'un cessez-le-feu partiel, c'est-à-dire dans l'air, qu'il n'y aura plus de frappe. Qu'est-ce que ça va donner à l'Ukraine? Je ne sais pas. Parce que c'est sur le terrain, il y aurait entre le premier et le deuxième tour des pourparlers, il y aura une offensive massive des forces russes. Donc peut-être Poutine serait intéressé à conclure un cessez-le-feu partiel quand il s'agit des forces de l'air. Voilà. Et sur Volodymyr Zelensky? Et Vladimir Zelensky sera d'accord pour un cessez-le-feu partiel. Il a parlé de ça, mais ça ne veut pas dire que le deuxième tour des négociations, s'il a lieu, sera tout à fait favorable et tout à fait juste pour l'Ukraine. Parce que je pense que Vladimir Poutine va insister sur tout ce qui s'appelle nouveau territoire de la Russie qui sont insérés dans la constitution russe. Alors, votre sentiment à vous maintenant, Vincent Crouzet, est-ce que Donald Trump, finalement, là, est en train de préparer les esprits à ce que ce sommet ne soit pas conclusif? Un semi-échec ou un semi-succès, en fait. Je trouve qu'il s'est avancé avec beaucoup d'assurance il y a 2 jours auprès de ses alliés européens en parlant d'un cessez-le-feu inconditionnel. Ce qui d'ailleurs est une aberration. Là, je me tourne vers Michel. Un cessez-le-feu n'est jamais inconditionnel. Il y a toujours des conditions et de temporalité géographique, etc. Donc déjà, il y a 2 jours, c'était un cessez-le-feu inconditionnel qu'il allait imposer à Poutine sous peine de sanctions très sévères en suivant les sanctions très sévères. Ça, c'était hier. Ouais. En fait, on ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé sur ce sommet. Maintenant, il fait des estimations de 25% d'échecs. Généralement, il est à 50-50. Là, 25%, c'est la première fois que je le vois
sortir un chiffre pareil. En vérité, Poutine a quelques options quand même à lui lâcher. Sergueï en parlait un petit peu là tout à l'heure. Ces options, c'est éventuellement un cessez-le-feu, mais qui serait conditionnel, évidemment. Ensuite, Poutine peut être grand seigneur en acceptant d'arrêter de frapper les villes ukrainiennes et de s'arrêter simplement et de se fixer simplement sur le combat du théâtre des opérations. Ça c'est tout à fait possible. Et c'est surtout, à mon avis, la fixation d'un agenda. Il peut effectivement accepter le principe de la réunion tripartite. Et c'est ce qui arrangerait le mieux Trump, parce que, in fine, ce que souhaite Trump, c'est de renouveler, vous savez, cette photo historique du 13 septembre 1993 entre Arafat, Rabin et sous l'égide de Clinton, qui était la signature des accords d'Oslo, qui était le grand succès diplomatique de Bill Clinton. Et en fait, il ne rêve que de ça, c'est d'apparaître au centre de la photo entre les deux parties. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, je le disais, en confiance. Visiblement, vous êtes tous d'accord, Sergueï Boudman le disait lui-même. Regardez ce que dit une source américaine quand même. Ça montre l'état d'esprit peut-être du côté des États-Unis. Donc une source américaine à CNN, Poutine pense qu'il est en train de gagner. Il n'a donc aucune raison de céder. Les Américains, donc, vont en Alaska dans cet état d'esprit en se disant que Vladimir Poutine, il cédera sur rien. Mais c'est un peu difficile justement à croire ce cessez-le-feu inconditionnel, parce que effectivement, quand on lit la presse russe, on voit que Poutine est quand même présenté comme un vainqueur avant l'heure, avant même que cette réunion n'ait lieu. Il a réussi à se hisser à la même échelle que le président américain. C'est déjà une belle opération en termes de communication, en termes de retour de la Russie sur la scène internationale. Et pour le moment, quand on écoute justement les différents représentants russes, quand on écoute ce qui se dit dans la presse, il n'y a rien qui filtre sur un accord de cessez-le-feu, sur un possible abandon des combats. Pour le moment, les dernières déclarations, Poutine reste sur exactement la même ligne, c'est-à-dire conserver ses 4 oblasts en plus de la Crimée, démilitariser l'Ukraine, etc. Exactement. On a du mal à croire que ce cessez-le-feu va être obtenu sans concession et que le président russe accepte derrière de rencontrer Volodymyr Zelensky. Oui. Alors, ce qui est assez étonnant, on parlait de la pression mise par Vladimir Poutine sur finalement les Américains. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe aux États-Unis, cette rencontre, sur une base militaire américaine, et c'est les Russes qui dévoilent les détails, les dessous de cette rencontre. On va pouvoir les analyser avec vous. Mais d'abord, on va partir sur place, devant cette base militaire américaine où nous attendent Morgan Pope et Hélène Bonnet. Alors Hélène, vous allez tout nous expliquer sur ce programme, ça y est, qui commence à se dévoiler. Oui, alors tout n'est pas encore officiel du côté des États-Unis, mais c'est vrai que les Russes ont donné plusieurs informations. Puis on a aussi quelques petites informations de coulisses qui nous parviennent. Donald Trump devrait arriver demain soir ici. Alors demain soir heure française, parce que ça sera le matin ici en Alaska. Et puis il sera suivi par Vladimir Poutine. La rencontre devrait démarrer aux alentours de 21h30 heure française. Il y aura un accueil et puis très rapidement une rencontre bilatérale entre les deux hommes avec seulement leurs interprètes. Et puis ça sera suivi d'un déjeuner de travail et d'une conférence de presse. Alors, on ne sait pas encore, il se dit dans la presse américaine que ce devrait être une conférence de presse commune. Ça a été confirmé par la Maison-Blanche et on verra si effectivement cette conférence de presse commune aura bien lieu à l'issue. Il faudra voir comment se passe ce rendez-vous. La délégation russe a donné sa composition. Il y aura 5 hommes, notamment le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, des Finances, un personnage très important qu'on connaît sur LCI, Kirill Dmitriev, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui connaît très bien les États-Unis et qui a déjà participé à des négociations avec les Américains. Voilà du côté de russe, on ne connaît pas encore la composition côté américain. Ce que l'on voit ce matin, c'est que les déclarations se multiplient dans un camp comme dans l'autre. Donald Trump a donné une interview à la radio où il dit qu'il pense que Vladimir Poutine va conclure un accord. Ça a été tempéré très rapidement par le porte-parole du Kremlin qui dit qu'il est trop tôt pour connaître l'issue de cette rencontre. Donc on voit que la pression va monter sur ces dernières heures dans les déclarations. Ici, c'est le grand flou. En tout cas, c'est comme ça que l'interprète la presse américaine, le grand flou sur ce que pourrait donner ce sommet qui aura lieu demain.
flou, effectivement. Merci beaucoup, Hélène, pour ces toutes dernières informations. D'où cette prise de parole de Donald Trump qu'on continue de décrypter. C'est assez spectaculaire que le président américain s'exprime comme ça. Une petite phrase quand même qui peut étonner de cette interview de Fox Radio dont nous parle Hélène. Il a indiqué que si c'était un mauvais meeting, Donald Trump, eh bien il n'appellerait personne et qu'il rentrerait chez lui tout simplement et qu'il appellerait Zelensky et les Européens si et seulement si ça s'est bien passé. Ah d'accord. Il va bouder en fait. Oui, donc si ça se passe, donc le meeting, c'est effectivement la rencontre avec Vladimir Poutine. Il a promis d'appeler Volodymyr Zelensky à l'issue de la rencontre, mais si Volodymyr Zelensky, son téléphone ne sonne pas, ça veut dire que ça sera mal passé. Donc ça veut... Alors quand même, comment est-ce que vous aussi, Michel Goya, vous l'interprétez tout ça, ces prises de parole à un peu plus de 24 heures du début de ce face-à-face ? On sent quelqu'un qui est quand même pas forcément très serein. Quand même. Voilà. Pas très. Voilà. Contrairement à la délégation russe, où visiblement on est dans un bloc très soviétique, à l'ancienne. Là, on sent du côté américain, que ce soit par les déclarations de Trump, leur nombre déjà différentes, les déclarations des uns et des autres un peu dispersées, qu'on n'arrive pas forcément en ordre de bataille, qu'on n'arrive pas serein. Mais il est vrai, alors si on voulait comparer par exemple à les négociations de Camp David avec Clinton, c'est que en réalité Trump aussi arrive en position un peu de faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement neutre dans cette affaire. Il veut normaliser les relations avec la Russie, il veut absolument obtenir une paix, puis avoir son prix Nobel, etc. Donc en réalité il est demandeur dans cette affaire. Lui-même n'arrive pas, il arrive certaines en position de faiblesse, quoi. Donc et ça Poutine le sait bien, et c'est très bien aussi qu'il y a toujours la possibilité que si effectivement ça ne marche pas du tout, que Trump, au lieu éventuellement de se fâcher contre la Russie, décide aussi de tout lâcher et de tout abandonner en disant écoutez, moi j'ai fait le maximum et donc je me retire, je me lave les mains de cette affaire et je me retire complètement de ce dossier, c'est-à-dire concrètement en laissant les Ukrainiens totalement seuls. Donc c'est aussi une option, une voie stratégique qui pourrait être envisagée par les Russes. Dans tous les cas de figure, on l'a dit, cette première réunion, il faut qu'il en sorte quelque chose de positif. Un minimum, et le minimum, on l'a dit, c'est sans doute au moins une forme de cessez-le-feu un peu solide, probablement, pour qu'il y ait une suite. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, si Vladimir Poutine bloque sur tout, s'il reste sur des positions complètement maximalistes, déconnectées. Alors certes, il a un rapport de force qui est peut-être favorable sur le terrain, mais pas tant que ça, quoi. C'est pas autant que l'ampleur de ses exigences. Pour qu'il y ait une bonne négociation, il faut qu'il y ait une corrélation entre les exigences et demandes des uns et des autres et la réalité sur le terrain. C'est pas le cas. Et malgré tout, c'est lui qui arrive en position de force. Oui, bien sûr. Demain pour ce sommet. Oui, à la fois contre les Ukrainiens, même si, encore une fois, cette position n'est pas aussi importante qu'il semble dire, et en position de force vis-à-vis de Donald Trump. Mais ce qui est assez extraordinaire, là, Donald Trump, ce qu'il est en train de dire, c'est un peu le sommet de la dernière chance. C'est-à-dire que, si ça ne marche pas, moi, j'appelle ni les uns ni les autres, et en gros, j'arrête. Tant mieux, Magali, on va retrouver de la rationalité. Dans ce cas-là, il mettra Poutine face aux Européens, face à des interlocuteurs rationnels, face à des gens qui ne changent pas d'avis toutes les 24 heures. Et ce serait dramatique d'ailleurs pour Poutine. C'est la seule chose d'ailleurs qu'il a à perdre dans cette affaire, c'est de changer d'interlocuteur. Donc, certainement... interlocuteur, il n'en avait pas en Europe, il n'en avait plus. Il ne parlait plus aux Européens. Oui, mais il va être obligé de se retrouver face aux Européens s'il n'est plus face à Trump concernant des négociations sur l'Ukraine. Et donc, c'était Michel qui en parlait tout à l'heure. Il va essayer de sauver la face finalement à son complice et compère Trump en lui lâchant nécessairement quelque chose. Ah, vous voyez ça comme ça? Nécessairement, absolument. Oui. Parce que s'il le laisse tomber comme une vieille chaussette, pardonnez-moi l'expression, à l'issue de ce sommet qui lui fait perdre la face devant le monde entier, Trump d'abord lui en voudra à mort, et c'est la fin de leur collaboration, ou du moins de leur proximité ou de leur synergie. Et ça, ce serait dramatique pour Poutine. Donc il va lui lâcher quelque chose, ce sera certainement sur l'agenda et sur l'acceptation du principe d'une rencontre tripartite. Ah, donc il accepterait quand même de rencontrer. Parce qu'il y avait peut-être le principe d'un cessez-le-feu, donc peut-être un cessez-le-feu minima, mais pourquoi pas? Oui, il peut éventuellement lâcher cette...
Oui, peut-être. Allez, cette rencontre. Alors, ce serait quand même un gros effort de la part de Vladimir Poutine. Parce qu'il sait que, de toute façon, ce sera accepté. Zelensky a dit que oui, lui était prêt à rencontrer Poutine. Il y a des informations qui sont lâchées. Donald Trump a dit il y a déjà 3 lieux qui pourraient être bien. Il y a CBS qui a indiqué que ça serait carrément fin de semaine prochaine. Voilà, il y a aussi des petites informations qui fuitent comme ça. Dont 2 où Poutine pourrait être arrêté comme criminel de guerre, d'ailleurs, à Rome et à Genève, normalement. Mais alors ça aura un avantage peut-être, c'est de gagner du temps. Parce que moi, je ne crois pas à une rencontre aussi vite en une semaine pour des questions de sécurité. D'ailleurs, vous avez vu, pour des questions de sécurité, ce qui est assez symptomatique, c'est que les deux chefs d'État ne survolent que leur territoire. Bien sûr, on l'a vu sur notre carte. Voilà, et on sait, notamment côté russe, il y a de très très grosses craintes de risque d'attentat sur Poutine depuis quelques semaines. On l'a entendu à la télévision d'État tout à l'heure. Certains disaient « Non mais vous vous rendez compte, il va aux États-Unis, il y a quand même des risques pour sa sécurité. » Ça veut dire que si c'est dit à la télévision d'État, c'est un message qui est diffusé par le Je ne pense pas qu'il risque grand-chose en ce qui concerne sa sécurité aux États-Unis. Je pense que c'est aux États-Unis, justement, qu'il sera peut-être le plus en sécurité que chez lui. Mais c'est un message qui est envoyé. On n'a pas confiance aux Américains et on le dit. Une deuxième réunion sera nécessaire, dit Donald Trump. Ce sont les dernières déclarations du président américain. Va-t-il pouvoir contraindre donc Vladimir Poutine à rencontrer Volodymyr Zelensky, là où le président russe a toujours refusé de le faire, à moins que, effectivement, Vladimir Poutine dise oui à Donald Trump et ce ne soit qu'une façon de gagner du temps. Oui, c'est possible. Dans ce cas-là, ce serait le 3e round. C'est-à-dire qu'on ne peut imaginer une rencontre tripartite que s'il y a quelque chose de sérieux déjà sur la table. Là, pour l'instant, les positions, telles qu'elles sont actuellement, elles sont incompatibles. Donc si on reste sur ces positions, c'est même pas la peine d'essayer de se rencontrer. Mais est-ce que ça prouve quand même que Donald Trump est conscient, là où il n'était peut-être pas la semaine dernière, il est conscient que sans les Ukrainiens, ce sommet ne sert à rien? Oui, quand même, heureusement. De toute façon, il ne peut rien décider si les Ukrainiens refusent. Si, en l'état actuel des choses, les exigences russes sont inacceptables pour les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens disent écoutez, nous on préfère continuer à combattre. Si c'est pour lâcher complètement la province du Donetsk, non, c'est pas la peine, on peut résister. Et puis il leur faudra 80 ans pour s'en emparer au rythme actuel. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la position russe n'est pas en adéquation avec le rapport de force réel sur le terrain. Donc quand, effectivement, les exigences russes peut-être diminueront avec le temps, avec beaucoup de temps. Les négociations à la russe, c'est compliqué et c'est long, systématiquement. Il faut vraiment faire pression pour obtenir quelque chose. Mais avec le temps, s'ils décident de laisser, par exemple, d'abandonner toute l'idée sur les garanties de sécurité, enfin sur de l'Ukraine après la guerre, s'ils acceptent le principe d'un arrêt des combats définitif sur la ligne de front actuelle, oui, là, effectivement, les Ukrainiens peuvent être d'accord. C'est leur ligne, d'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent, eux. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir une rencontre au sommet entre les trois et puis une signature de quelque chose. Un Donald Trump qui... On en est loin encore. On en est loin. Un Donald Trump qui, cette semaine, disait « Attention, ce sommet, ce n'est qu'une réunion préparatoire », qui aujourd'hui parle des risques d'échec. Le colonel disait « Mais ça fait preuve quand même d'une grande fébrilité. C'est pas le meilleur moyen de préparer un sommet comme celui-ci. » Il donne l'impression d'un grand ado, d'un jeune garçon qui fanfaronne beaucoup avant le bal, et puis quand vient l'heure d'approcher la splendeur qui est convoitée, petit à petit, il perd un petit peu ses moyens. Michel connaissait bien les bals dans les Hautes-Pyrénées. Et Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Atlantiques, c'est pas pareil. Et donc, il donne un petit peu cette impression-là. C'est-à-dire qu'il a beaucoup fanfaronné à partir du moment où il a annoncé, il y a une dizaine de jours, donc le sommet en Alaska. Et puis, plus l'échéance approche, moins il est sûr de lui. Ce qui donne vraiment une impression, comme le disait Michel, de fébrilité et d'inexpérience concernant ce type de sommet. Claire.
On peut aussi estimer qu'il a entendu l'Ukraine et les pays européens, parce que ce qu'il faut bien noter, c'est que l'Ukraine n'apparaît pas seule et Zelensky multiplie depuis quelques jours les apparitions auprès de ses alliés européens qui poussent pour défendre l'intégrité du territoire ukrainien et indique qu'il ne peut pas y avoir de décision sans l'Ukraine. Et on l'a répété plusieurs fois sur ce plateau, il est question aussi de la constitution tout simplement du pays et le président ne peut pas brader certains territoires sans la décision de son peuple. Sur les territoires, Donald Trump en a parlé également dans cette interview. Il continue de parler d'échanges de territoires. Il y aura du donnant-donnant en ce qui concerne les frontières et les territoires. Oui. Enfin, pas trop ce que les Russes vont donner en fait. Et là, il parle de la deuxième rencontre. Oui. Lors de la deuxième rencontre, il sera question de ces échanges de give and take, d'échanges de territoire. Oui, enfin, il y aura une proposition, certainement, il y aura la position russe qui sera exposée dans ce premier sommet, sachant que, alors peut-être les Américains essaient d'endosser un petit peu les intérêts de l'Ukraine en disant, voilà, attention là, non pas par amour de l'Ukraine, mais simplement pour essayer justement d'avoir quelque chose d'acceptable, un peu plus acceptable. Et donc, oui, on va faire du marchandage immobilier. En gros, c'est, voilà, actuellement la zone, tout le territoire occupé par les Russes, on va appeler ça 100%. Pour l'instant, les Russes demandent 120%. Ils demandent les 4 oblasts complets. Les Américains, semble-t-il, ont proposé quelque chose, ont proposé du 80% en disant, écoutez, allez, vous allez peut-être, on va échanger, vous allez prendre ce qui reste du Donetsk et vous allez peut-être échanger une partie des provinces de Zaporijia et de Kherson, sauf un corridor, donc un plan comme ça qui a été un peu présenté. Donc eux plaident pour un 80%, en se disant que ça passera peut-être mieux du côté des Ukrainiens. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas de figure, il y aura le territoire occupé par les Russes, il restera occupé par les Russes, alors sous un statut qui reste à définir, mais c'est ça quand on parle d'échange de territoire, en fait c'est ça, c'est à quel moment, sur quelle ligne on place la ligne d'arrêt des combats, c'est tout. Mais Claire a raison, ça ne peut être qu'au menu d'une seconde rencontre en présence de Zelensky. Je veux dire, Trump n'a absolument aucun mandat pour traiter de questions territoriales. Et d'ailleurs, s'il se lance dans la moindre considération territoriale à l'occasion de cette première rencontre, il court évidemment à l'échec. Il court à l'échec, puisque de toute manière, il n'aura absolument il n'a aucun blanc-seing des Ukrainiens. Il a été prévenu il y a 2 jours dans la réunion avec les Européens qu'il était hors de question de se lancer dans ce type de sport. Donc ce sera bien, il sera question de ça que si Volodymyr Zelensky est autour de la table. Pas question de prendre une décision, selon donc Donald Trump, sur cette question si jamais les Ukrainiens ne sont pas là. Oui, c'est ce qu'il a indiqué dans cette interview, d'ailleurs à Fox Radio. Il parlait de ce second meeting, de cette seconde réunion, où cette fois Volodymyr Zelensky serait à la table des négociations et donc aurait son mot à dire. Et effectivement, on peut imaginer que dans un premier temps, la discussion ça sera sur la ligne de front, puisque ça permettrait finalement de geler les combats à l'instant T et puis de ne pas reconnaître les territoires qui sont occupés. Ça ne remet pas en cause l'intégrité du territoire. Mais pour autant, ils sont occupés. Alors, comment elle va se passer, cette réunion ? On nous la présente un petit peu comme un crash test, mais j'ai l'impression que tout a été un petit peu écrit et joué d'avance. J'ai l'impression que tout s'est dit un petit peu entre Witkoff et, entre Witkoff et Poutine. J'imagine mal les 2 délégations arriver de cette manière, sans trop savoir, sans connaître les intentions des uns et des autres. J'ai l'impression que tout a été un peu huilé au départ. Les Sherpas ont dû travailler. Même si, comme le disait Michel tout à l'heure, la qualité des conseillers du président des États-Unis laisse énormément à désirer. Je pense tout de même que les délégations ont travaillé au préalable et que tout est déjà un peu écrit. Je ne peux pas imaginer ni Trump ni Poutine se rendre à ce type de sommet sans en connaître en fait la conclusion. Bon. Donc, ce qui nous a quand même interpellés ce matin, c'est toutes les déclarations qu'on a eues les unes après les autres du côté russe, du côté du Kremlin. Plus précisément, de Yuri Outchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et c'est lui qui a donné le détail de cette rencontre. Donc, avec l'heure, avec les intervenants, avec est-ce que ça va réussir ou pas, combien de temps ça va durer. On l'écoute. Tout commencera demain, le 15 août, vers 11h30, heure locale, par une conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Cette conversation se déroulera en tête-à-tête, bien sûr en présence d'interprètes.
À l'issue des négociations, Vladimir Poutine et Donald Trump tiendront une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils résumeront les résultats des discussions. Donc ça veut dire que ça commencera par un tête-à-tête qui commencera à 21h30 heure française. Là, on a les détails qui tombent les uns après les autres, effectivement, avec les arrivées même des chefs d'État au préalable. Heure française, 21h30, le début du tête-à-tête. Donc la réunion qui va durer combien de temps? Ça, même Ouchakov a dit, bon, on ne peut pas savoir, on verra comment ça se passe. Conférence de presse commune. Donc là aussi, c'est très important. La dernière rencontre entre un président américain et un président russe, c'était en 2021 entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Il y avait une conférence de presse séparée. Ça montrait qu'ils ne s'étaient pas vraiment accordés. Donc là, c'est quand même annoncé par les Russes comme potentiellement une réussite. Et plusieurs sujets seront abordés. Donc on va les détailler les uns après les autres. Il y a l'Ukraine, mais pas seulement. Déjà, juste sur la forme. Encore une fois, je le dis. L'Alaska, c'est aux États-Unis. Ça va se passer sur une base militaire américaine. Et le détail, ce sont les Russes qui le donnent, comme si c'était eux les organisateurs. Oui, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est les mieux organisés, c'est certainement, dans cette affaire. Oui, c'est l'impression que c'est eux qui dictent un peu l'agenda, effectivement. Mais c'est assez impressionnant. Alors moi, je constate, c'est un peu la vitesse à laquelle les choses sont censées se dérouler, quoi, on va arriver, les deux chefs d'État vont arriver assez rapidement. Pas oublier que en gros, ils descendent de l'avion, puis après, ils se rencontrent. Malgré tout le décalage horaire qu'il peut y avoir, malgré la fatigue, etc. Donc ça veut dire qu'ils vont attaquer d'emblée les discussions à deux. Donc ça veut dire, comme disait Vincent, qu'en réalité, tout doit être préparer quand même un minimum avant, quoi. Ils vont pas découvrir, ils vont pas ouvrir les dossiers. Alors toi, tu veux ça? Oui, d'accord. C'est quoi? C'est où l'Ukraine? Donc oui, donc tout aura été quand même préparé avant. Et les décisions sont probablement déjà prises, où il y a quelque chose en tout cas. Et puis ça va se décider à deux. C'est-à-dire que c'est pas une réunion, puis on arrête là, et puis il y a d'autres réunions des spécialistes, des délégations. Enfin, il y a apparemment des délégations en parallèle. Ouais. En parallèle. Bon, après, hop, on se réunit, chacun va de son côté avec ses équipes, on rediscute, puis après on revient faire un tour de réunion. Non, c'est une réunion à deux et conférence de presse. Donc non. Je demande à voir, moi je pense que c'est pas très clair. Oui, ça me paraît bizarre, mais... En tout cas en tête-à-tête. Il y aura aussi ces délégations 5 contre 5. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une réunion aussi... préalable avant la conférence de presse. Entre les délégations et les deux chefs d'État préalable à la conférence de presse. Ça me semblerait assez logique. Oui, c'est rapide quand même. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer d'avoir une conférence de presse le lendemain. Oui, mais sur le temps de cette réunion, il est indiqué, Ouchakov a dit que ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut prendre 2 jours. Il y a un invité qui nous disait tout à l'heure sur le plateau pour Minsk que ça avait pris toute la nuit. Donc ça peut prendre aussi des heures. Mais ce qui est étonnant, c'est vrai que les Russes dévoilent un petit peu tout le programme très détaillé, avec notamment la délégation russe. Et ils indiquent même, on sait déjà la délégation américaine, mais on les laisse quand même l'annoncer. Et on n'a toujours pas. Sachant que les Russes jouent toujours souvent sur la durée. Ils savent très bien une réunion qui commence, qui peut durer jusqu'à la nuit. Ils jouent là-dessus. Oui. Ils se préparent là-dessus, et même physiquement. Physiquement, ils sont... Oui, Michel a raison. Physiquement, Poutine sait qu'il peut prendre le dessus physiquement sur Trump, en raison déjà de la différence d'âge. Et puis, Poutine, c'est un sportif. C'est un type qui s'entretient physiquement, ce qui n'est pas vraiment le cas de Trump, malgré les heures passées sur les parcours de golf. Ce qui est intéressant sur l'agenda de la réunion, en fait, la seule partie non contrôlée par Trump et par Poutine, ça va être cette conférence de presse commune. Ça va être le seul moment où des correspondants de presse ou des journalistes occidentaux vont pouvoir poser peut-être des questions gênantes à Poutine. J'espère que Hélène Bonnet posera la question qui tue si elle est présente à cette conférence de presse. Ce sera le seul moment un petit peu d'indécision et peut-être de surprise, sachant qu'on sait que Poutine cache très bien ses émotions en conférence de presse. On se souvient de la conférence de presse commune avec le président de la République en 2017 à Versailles, où il avait été accablé par Emmanuel Macron, notamment sur les réseaux sociaux et sur Sputnik et sur RT. Et il n'avait pas bougé une oreille. Il avait été stoïque. Il était resté stoïque. Mais cette conférence de presse va être très très intéressante. Avec donc effectivement cette délégation
qui, visiblement, il y a une délégation, ça y est, qui est arrivée en Alaska. On ne sait pas laquelle, parce qu'on suppose qu'il y a plusieurs conseillers. Mais dans le format, donc il y a ce tête-à-tête Donald Trump-Vladimir Poutine, et en parallèle, effectivement, il y a ce... Alors, Outchakov a utilisé cette expression 5 contre 5. Donc ça va être 5 conseillers ou ministres russes face à 5 ministres américains. Donc du côté russe, regardez, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, c'est Yuri Outchakov, le conseiller diplomatique de Poutine, c'est Andrei Belousov, le ministre de la Défense, Anton Soulianov, le ministre des Finances, et Kirill Dmitriev, directeur du fonds d'investissement. Donc cette délégation-là aussi, elle est signifiante. Elle est de très haut niveau, de très très haut niveau. Et Michel parlait de la symétrie entre la qualité des deux délégations. J'ai peur que Trump ne soit pas capable de présenter une délégation d'aussi haut niveau face aux Russes. Là, on a des hommes très très expérimentés, chevronnés, des techniciens qui savent garder leur sang-froid. Et je ne sais pas du tout qui va... évidemment, il y aura Marco Rubio, forcément. Évidemment, d'évidence, il y aura Witkoff également, mais de toute manière, les Américains ne pourront pas présenter une délégation aussi... Pete Hegseth, le ministre de la Défense aussi, peut-être. Dieu, le secrétaire de la Défense. Enfin, je veux dire, voilà, quand on parle de qualité et de niveau, là, on n'est pas du tout au même niveau que la délégation. Non, et puis il ne faut pas oublier que ces gens sont des gens, ils sont là sur la durée, effectivement. Ou même Vladimir Poutine, c'est son 6e président des États-Unis qui va rencontrer. Donc voilà, donc les dossiers, il les connaît, et tous ces hommes-là, Lavrov, je ne sais plus combien de temps qu'il est également. Oui, c'est plus de 20 ans maintenant qu'il est aux affaires. Donc ces gens-là, oui, ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts. Mais quand même, dans les signaux qu'envoient les Russes, moi je me dis, là, le signal, c'est que ce sommet, il va en ressortir quelque chose. Parce qu'il y aura une conférence de presse commune et parce qu'il y aura des délégations qui vont se parler en plus du tête-à-tête. Oui, bien sûr, il faut qu'il en sorte quelque chose, très certainement. Il ne peut pas rester sur un échec, sur une opération blanche où il n'y a rien qui en sorte de positif. Ce serait une humiliation, ça a déjà été évoqué, une humiliation pour Donald Trump. Et je ne pense pas que Poutine cherche l'humiliation de Donald Trump. On parlait, on disait, voilà, il ne faut pas humilier la Russie parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Ben là, c'est pareil. Il ne vaut mieux pas humilier Trump, malgré tous ses défauts. Il vaut mieux éviter de l'humilier. Et Trump, Poutine le sait bien. Et d'ailleurs, chaque fois que Donald Trump, dans tous les mois passés, a un peu haussé le ton, il y a eu un retour, là. Il y a eu une pirouette de Vladimir Poutine, mais il y a eu quelque chose. Là, quand les pays européens essayaient de s'énerver ou lancer des sanctions, pas grand-chose, mais là, face à Donald Trump, il y a toujours quelque chose. Donc il va offrir quelque chose, c'est à peu près certain, à Donald Trump. Et ça, en conférence de presse, on le sortira. Et voilà, en gros, en conférence de presse, est-ce que Trump peut dire, voilà, ok, ça y est, j'ai réussi mon sommet, ou pas? Donc c'est pas anodin. On a entendu Vladimir Poutine au début de la mission, où on le trouvait assez sûr de lui, assez serein, quand il dit les Américains sont sincères dans leur volonté d'arriver à la paix. Donc Vladimir Poutine, là, c'est pas qu'il flatte. Ça veut dire qu'on peut ne pas être sincère quand on a la volonté de la paix. Je pense que c'est surtout ça, parce que Zelensky a employé le même qualificatif, le même mot, sincère. Généralement, quand on parle de la sincérité de son interlocuteur, c'est qu'on en doute justement. Donc voilà où on en est. Non, ce qui va être très intéressant, on aimerait bien être petite souris quand même pour les premières minutes de l'entretien en tête-à-tête entre les deux hommes, simplement avec leur traducteur, savoir comment ça peut se passer entre eux. Ils ne se sont pas vus depuis 2019, je crois. Depuis 2019. C'était Helsinki. Et alors, ce qui est certain, c'est que Trump va réserver quand même un meilleur traitement à Poutine qu'il ne l'a réservé à Zelensky le 28 février dernier. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir que les deux hommes fassent énormément d'efforts, et l'un et l'autre, en grand mal dominant, pour essayer tout de même de se maîtriser dans leur expression publique, ce qui est le cas de Poutine, ce qui est moins de Trump. Et ça va être assez intéressant de voir comment ils se comportent l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, dans le fond des sujets, effectivement, le thème central dit... Outchakov, toujours le conseiller diplomatique du Kremlin, qui a dévoilé les détails de cette rencontre. Le thème central du sommet sera la résolution de la crise ukrainienne, mais d'autres sujets seront également abordés. Poutine et Trump, d'après lui, discuteront de la coopération commerciale et économique, domaine dans lequel il existe un énorme potentiel inexploité. Moi, je lis ça, je dis, on parle de Vladimir Poutine, criminel de guerre, qui est recherché il y a un mandat d'arrêt de la CPI, il est accueilli aux États-Unis, en face à face avec le président américain, et il va donc
parler de la coopération commerciale et économique avec la première puissance mondiale. C'est aussi une grande opération de blanchiment, c'est-à-dire que là, Donald Trump, il était comme Midas, il a touché Poutine, il l'a transformé en or d'un seul coup. Il a de criminels de guerre absolus, de quelqu'un qui a bafoué le droit international, qui a fait envahir un pays, dont l'armée a commis des crimes de guerre, qui a déporté des enfants, etc. Tout ça oublié, il n'y avait pas un mot de la part de Donald Trump. Le terme droit, dans la bouche de Trump, ça doit y avoir un blocage, probablement. Et voilà, et donc il accueille en grande pompe. Donc il est d'ores et déjà gagnant de toute façon. Ah oui, déjà oui, il a gagné. Déjà, il a gagné quelque chose, il a gagné un statut. Il est redevenu, non seulement il est redevenu fréquentable, parce qu'il est fréquenté par le numéro 1, le patron de la première puissance mondiale. Ouais. Bon, c'est-à-dire difficile de faire mieux en termes de reconnaissance de statut. Et en plus, on le reconnaît d'égal à égal. Il ne demande que ça avec le président des États-Unis. Et voilà, j'ai l'impression d'être à la tête. À voir si ça dure, parce que pour l'instant, il y gagne en image, etc. Mais rien ne dit que si ces négociations ne donnent rien, et que les négociations n'avancent pas, il retombe un petit peu de ce piédestal où on le met pour l'instant, puisque ça veut dire que les sanctions vont se maintenir par la suite et qu'il n'y aura donc toujours pas de vraies relations avec les Occidentaux. Mais ça va même plus loin que Donald Trump. On écoute Emmanuel Macron hier et on se dit que même les Européens veulent discuter avec Vladimir Poutine. On écoute le chef de l'État. C'est une chose tout à fait naturelle que les États-Unis d'Amérique rencontrent la Russie. C'est plutôt une bonne chose pour pacifier le climat. Ils ont aussi beaucoup de sujets bilatéraux. Si demain nous avons un appel, et ce que nous ferons, et un rendez-vous avec la Russie, on peut aussi avoir des choses bilatérales. C'est tout à fait normal qu'il y ait un rendez-vous bilatéral entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ce qui est une bonne chose, et là où l'Europe est respectée, c'est qu'il y a une coordination pour les sujets qui la concernent. Vous en pensez quoi? Il est totalement réhabilité, non seulement par Donald Trump, mais par les Européens. Oui, vous rappelez que Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine il y a encore quelques semaines. Donc oui, d'une certaine façon, quand vous rappelez un chef d'État, vous lui reconnaissez un statut. Mais de toute façon, Emmanuel Macron l'a toujours dit. Il a dit moi, je suis prêt à dialoguer avec Vladimir Poutine si ça sert à quelque chose. D'une certaine façon, c'est le cas actuellement. Donc, il ne peut pas se désavouer. Mais encore une fois, on a mis de côté quand même un certain nombre de choses. Mais comme souvent en réalité dans une guerre, dans un conflit, la fin, ça se termine toujours par la discussion avec l'ennemi, l'adversaire, même si s'est passé des choses atroces entre-temps, et même si c'était... Voilà. Je rejoins Michel Goya, il faut qu'il y ait des discussions avec l'ennemi pour qu'il y ait une paix, sinon on ne l'atteint jamais, effectivement. Après, on ne parle pas pour le moment vraiment de réhabilitation totale, en tout cas du point de vue des Européens qui l'ont encore répété. Il y a un nouveau paquet de sanctions qui est sur la table. Nous, pour l'instant, on n'arrête rien. Même si Bessent les a un petit peu envoyés... un petit peu renvoyés dans leur corde, exactement, en leur disant écoutez, les Européens, vous êtes mignons, mais maintenant, soit vous y allez avec vos sanctions, soit vous les fermez. Exactement. Comment est-ce que vous qualifiez alors, moi, je parlais de confiance sur de lui, mais Vladimir Poutine, elle arrive comment à ce sommet? Juste un petit tour de table. Il arrive avec la maîtrise du sommet. Puisque sont les Russes qui font les annonces. Il arrive avec la maîtrise totale du sommet. Je pense que tout a été bouclé entre lui et... La maîtrise du sommet, ouais. Colonel. Oui, pareil. Je pense que c'est un champ dans lequel il est relativement à l'aise. Autant c'est difficile de battre l'armée ukrainienne sur le terrain, autant dans le champ diplomatique, avec une bonne organisation, en préparant bien ses dossiers, on peut obtenir des choses. En position de force aussi? Ah oui, je pense qu'il arrive en position de force. Alors, et d'autant plus en position de force, d'autant plus en confiance, qu'il annonce de grands exercices militaires avec la Biélorussie. Annoncer quand même la prochaine tenue d'un essai nucléaire juste avant un sommet, il faut quand même le faire. Est-ce qu'on est dans la provocation ou pas? Vous allez pouvoir nous le dire. Parce que donc, la Biélorussie et la Russie, vous le savez, tous les 4 ans font de grands exercices militaires conjoints, on va y revenir. Et donc, il y aura visiblement le fameux missile Oreshnik qui sera lui aussi testé. C'est le ministre de la Défense biélorusse qui l'a annoncé. Alors, non. Je pensais qu'on pourrait l'écouter. Non, mais alors, donc, vous allez me faire confiance. C'est la déclaration du ministre biélorusse. Non, vous n'allez pas me faire confiance. Il faut croire sur parole. On va l'écouter, bel et bien.
Bien sûr, nous travaillons la question et planifions l'utilisation d'armes nucléaires. C'est pour nous un élément important. Nous observons la situation à nos frontières occidentales et ne pouvons rester les bras croisés face à la militarisation et à l'activité militaire. Nous faisons preuve d'ouverture et de pacifisme, mais il faut toujours garder la poudre au sec. Voilà, et Bruno Combi nous a rejoint, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Exercice militaire dans lequel donc les Russes et les Biélorusses vont tester le déploiement de missiles à capacité nucléaire. Jusqu'ici, rien d'anormal ? Non, rien d'anormal. Il s'agit de missiles qui ont une capacité d'emport d'une charge nucléaire. Ce n'est pas un missile à propulsion nucléaire et ce n'est pas non plus un test d'explosion d'une arme nucléaire, mais ils testent des missiles qui peuvent emporter une arme nucléaire. Alors c'est un petit clin d'œil, on le voit, qui parle de pacifisme et puis qui en même temps nous explique qu'il va dégainer ses missiles nucléaires. Donc c'est un peu deux choses contradictoires dans la même phrase. Mais on voit bien que, bien sûr, la date n'est quand même pas choisie au hasard. Nous sommes à la veille de discussions importantes qui vont se tenir en Alaska. Et donc, comme à chaque fois que Poutine est soit contrarié, soit qu'il y a quelque chose d'important qui va se discuter, il dégaine son gros marteau nucléaire pour tenter de faire pression psychologiquement, soit sur les opinions publiques, soit sur ses adversaires. Donc ça, c'est pression maximale ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'intermilitaire, là aussi, un appui. Donc, ces opérations qui sont en appui des négociations qui s'ajoutent, qui viennent renforcer d'une certaine façon la position russe dans les négociations. Alors, ce qui est intéressant dans la déclaration c'était le ministre biélorusse. Alors, d'abord, oui, bien sûr, c'est toujours la faute de l'OTAN qui est menaçant. Si nous, on se prépare à la guerre, c'est parce que c'est pour se défendre. Les autres sont menaçants. 2, il parle de nucléaire, mais il a strictement, lui, biélorusse, aucune main. Il n'a aucun pouvoir de décision sur l'emploi du nucléaire, par des armes nucléaires par les Russes. Ça, c'est complètement. Encore moins que les Allemands, par exemple, avec les armes nucléaires américaines. Oui, encore moins, quoi. C'est-à-dire qu'au moins, avec, en Allemagne ou dans les Pays-Bas, on peut décider en commun. Au départ, l'arme nucléaire est américaine, mais l'avion, il sera allemand, par exemple. Et donc, il faut qu'il y ait un accord quand même entre les deux. Là, c'est du russo-russe du début à la fin. Et ensuite, l'Oreshnik, il n'a rien à foutre dans un exercice militaire. On est dans un exercice opérationnel, classique, mais conventionnel, militaire. À la limite, à l'extrême limite, on peut imaginer l'emploi de l'arme nucléaire de manière tactique. Bon, ça a disparu un peu du paysage normalement, mais... Bon, ça revient très incontestablement dans ce paysage, mais l'Oreshnik, c'est pas du tout un missile à destination tactique. C'est un missile à portée intermédiaire, donc il est destiné à taper l'Europe, taper les villes européennes. Il n'est pas du tout destiné à appuyer une division blindée sur le champ de bataille. Donc on introduit dans cet exercice, comme par hasard, mais en fait par hasard. Mais non, mais c'est une carte. Il y a la carte Oreshnik. Ouais. Alors, pourquoi la carte Oreshnik ? Parce que c'est le truc nouveau qu'ils ont sous la main. Voilà, en soi, il n'est pas rien d'extraordinaire dans le missile Oreshnik. On va essayer d'en savoir davantage. Mais d'abord, qu'est-ce que fait l'Oreshnik, effectivement, dans ces exercices militaires ? L'Oreshnik, en fait, c'est pour nous impressionner. Il veut jouer à nous faire peur. Donc, on sort l'Oreshnik, qui est un peu le dernier bébé qui vient de sortir. Il nous dit qu'il construit une grosse usine pour en fabriquer beaucoup. Bon, pour l'instant, on en a vu un seul. C'était au mois de novembre l'année dernière, qui est tombé en Ukraine, qui n'avait pas vraiment de charge explosive. C'était juste pour nous montrer qu'il avait un missile et qu'il était capable de s'en servir. C'est un missile qui, d'après ce qu'il dit, a quand même des caractéristiques particulières. Donc sa portée, c'est portée intermédiaire, jusqu'à 5000 km. Donc ça vise effectivement l'Europe. Ce n'est pas un missile intercontinental, ce n'est pas non plus un missile à courte portée de moins de 500 km. Donc il y a quand même l'Europe qui est un peu en jeu derrière, en filigrane, derrière tout ça, avec l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Donc on voit réapparaître ces missiles, les Pershing, c'était dans les années fin du XXe siècle, c'était terminé. Et là on voit réapparaître ces missiles qui nous menacent quand même, nous. Donc c'est un peu fort de café qu'on ne soit pas partie prenante du tout dans ces discussions qui en fait peuvent aussi nous concerner très directement. C'est sûr. Quand on parle de missiles Oreshnik, on parle aux Européens. Les Américains ne sont pas concernés par ça. Ils ne sont pas menacés par ça, ce que je veux dire. Alors, au passage, c'est un missile effectivement intermédiaire, alors que les Russes n'avaient pas le droit de fabriquer des missiles intermédiaires. Le premier essai qu'ils ont fait,
ils ont modifié, ils ont allégé au maximum pour qu'ils dépassent très légèrement les 5500 km et qui constituent la limite des missiles intermédiaires. Donc il est allé un peu au-delà, donc il a pu être classé comme missile intercontinental. En réalité, c'est un missile intermédiaire qui a été, en fait, c'est un missile YARS, c'est un missile intercontinental qui est réduit, qui est un peu réduit, qui coûte moins cher, il va un peu moins loin, mais ils ont fabriqué ça alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire au passage. Alors maintenant que le traité le droit les Russes. Oui, non, mais ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Américains ont dit bon, écoutez, le traité des armes intermédiaires, ok, plus personne ne le respecte, c'est pas la peine de. Le droit, tout le monde s'assoit dessus, puisque de toute façon, la Biélorussie a signé le traité de prolifération nucléaire en 1993. Au moment du mémorandum de Budapest. Et, voilà, et donc, théoriquement, ils n'ont pas le droit d'avoir du tout de missiles nucléaires. Ni Iskander, ni Kinjal, ni Oreshnik, rien du tout. Il n'y a pas d'armes nucléaires sur leur sol. Sur leur sol, voilà. Sauf qu'apparemment, il y a un accord avec Poutine, comme quoi ils veulent en remettre quand même. On en parle depuis 2023, déjà. Oui, et déjà, la semaine dernière, les autorités russes ont indiqué qu'ils avaient enfin trouvé les sites où allaient être entreposés le droit international, finalement, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus que l'Europe qui le respecte. Quelque part. Ouais, pas les autres. Alors, Vladimir Poutine en a parlé régulièrement de son fameux missile Oreshnik jusqu'à, et ce n'est pas anodin, au début du mois, où il parle d'une production en masse. Écoutez. Qu'ils fixent un objet à frapper, disons à Kiev, qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles à cet endroit. Et nous y lancerons un Oreshnik pour voir ce qu'il se passera. Nous sommes prêts pour une telle expérience. Mais l'Ukraine l'est-elle ? Nous avons le système de missiles Oreshnik, et pas seulement le système, mais nous ne sommes pas pressés de l'utiliser. Car ces armes sont puissantes et conçues pour résoudre certaines tâches, mais nous avons commencé la production en série. Nous avons produit le premier complexe en série, le premier Oreshnik produit en masse. Et il a été livré aux troupes. Maintenant, la série est opérationnelle. Voilà, c'est Vladimir Poutine qui l'affirme. Il est produit en masse, ce missile maintenant. Oui, mais il dit que c'est le premier en même temps. Oui, il dit que c'est le premier. Ouais. Mais on dirait du comique de répétition. Vous savez, il y a un Astérix, alors je ne sais plus lequel, dans lequel l'un des méchants, je ne sais pas si c'est chez les Goths et les Visigoths, mais peut-être Michel, qui est un grand lecteur d'Astérix, pourra m'aider, où il y a un gars assez costaud qui a pour seul argument sa massue. C'est Savant Cosinus. Hein Savant Cosinus. Voilà, je savais que je colonel. Voilà, et c'est l'arme, on appelle ça l'arme psychologique. L'arme psychologique, c'est exactement ça. C'est un légionnaire avec une grosse massue. Voilà, très bien. Et ben on est pareil. C'est exactement pareil. Et donc, le seul but, c'est d'affoler les opinions européennes, mais à force d'utiliser cette menace et de l'agiter en permanence, il ne fait que la banaliser. Bien sûr. Puisque ça fait 3 ans qu'il communique régulièrement sur le nucléaire. Il pense que les Occidentaux ont peur de cette menace nucléaire permanente, et en fait, ça ne joue plus. On en avait peur au début, mais de moins en moins. Mais au bout d'un moment, c'est un peu comme l'histoire du loup et du chaperon rouge. À force de tirer sur la sonnette. Donc il faut quand même rester les yeux ouverts et prudents malgré tout. Mais c'est vrai qu'on croit beaucoup moins les menaces russes et biélorusses aujourd'hui qu'on ne les croyait il y a quelques années au début de la guerre, à partir de février 2022. Parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme tous les 15 jours ou tous les 2 mois. À chaque fois, on fait les commentaires ici sur le plateau. À chaque fois, finalement, il y avait que la gueule, entre guillemets, et il ne se passe pas grand-chose. Mais donc il faut malgré tout rester très prudent. Il s'agit encore de missiles puissants, de potentiellement l'arme nucléaire montée dessus. Donc, mais à force de manipuler la menace, ils y perdent en tout cas en crédibilité. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est une menace qui a marché quand même vraiment au début de la guerre et qui a empêché une aide totale des ça a alliés, beaucoup freiné la réponse occidentale au début de la guerre, c'est sûr. Et l'Oreshnik, il a quand même des caractéristiques techniques particulières qui font que c'est un missile qui est guidable à l'arrivée. Donc quand on le tire, c'est pas juste un missile intercontinental qui part d'un point A avec une parabole et puis qui arrive au point B qui est prévu, où on peut prévoir le point d'arrivée. Et donc les missiles antimissiles pour interception, il a une capacité de manœuvre à l'arrivée qui permet
peut-être ou en partie ou plus ou moins efficacement, pour l'instant on ne sait pas très bien, de déjouer les missiles antimissiles. C'est pour ça que Poutine se permet cette petite saillie où il dit je vais le lancer puis on va voir si vous allez arriver à l'intercepter. En fait, pour l'instant on ne sait pas très bien. Il a une capacité tous les missiles, les missiles intercontinentaux sont tellement rapides que de toute façon ils ne sont pas interceptables. C'est Mach 10. Mais c'est le cas de tous les missiles. Tous les missiles intercontinentaux ou intermédiaires. Bien sûr. La seule nouveauté, alors il fonctionne. Voilà. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il adore les armes miracles et les armes magiques, mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent depuis 2018. Donc là, il en a une qui est nouvelle et qui marche à peu près. Donc il en rajoute sur le sujet. Et il adore ça. Ce missile, et ça c'est la vraie nouveauté, c'est un missile à longue portée, nativement destiné au nucléaire, qui a été utilisé de manière conventionnelle. Ça, c'est une vraie nouveauté, effectivement. Il y a une vraie rupture. Le message qu'il envoie, c'est aussi, pour nous, occidentaux, européens, c'est de dire, écoutez, voilà, notre Oreshnik, si on l'utilise de manière conventionnelle, si on l'utilise nucléairement, on envoie un Oreshnik sur Lyon, il y aura une réponse nucléaire française immédiatement dans la foulée. Bon, ok. Maintenant, on envoie un Oreshnik conventionnel sur Lyon, ou sur toute autre ville française, ou ville allemande, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sera pas capable de l'arrêter. Effectivement, il va très vite. Il a envoyé 6 têtes indépendantes. On ne pourra pas l'arrêter. Il fera moins de dégâts évidemment qu'un missile que s'il porte des charges nucléaires, mais il fera quand même beaucoup de dégâts et sans qu'on puisse l'arrêter. Et c'est conventionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas riposter nucléairement. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas l'équivalent. En conventionnel. Arrêtez de poser des questions comme ça. Et pendant ce temps, Lyon est en train de se vider de ses habitants. Malheureusement. Pardonnez-nous, les Lyonnais. Non. Mais évidemment, donc là, personne n'a la réponse. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, nous, une. Non, mais de la même façon qu'on ne sait pas, par exemple, répondre à des choses un peu nouvelles, comme des vagues de drones Shahed, des centaines de drones Shahed qui tombent sur l'Ukraine quotidiennement, presque quotidiennement. Nous, Européens, on n'est pas capables de les arrêter. Des vagues de missiles balistiques, on n'est pas capable de les arrêter. Donc on s'est dit, parce que on avait à la fois la dissuasion nucléaire d'un côté, parce qu'on avait la supériorité aérienne, avec nos avions, on était capables de maîtriser le ciel, et puis là, on ne maîtrise pas complètement le ciel. Voilà. Alors d'un point de vue technique, oui, ça nous pose des questions. Alors juste, regardez les images, parce que les premiers militaires, soldats russes, ça y est, sont arrivés sur le sol biélorusse pour participer à cet exercice militaire géant, qui s'appelle donc Zapad 2025, et ce qui inquiète fortement les pays d'Europe. Pourquoi ? Les pays de l'Europe de l'Est, bien évidemment. Cet exercice géant militaire conjoint entre les deux pays, ça a lieu tous les 4 ans. Donc le dernier, c'était en 2021, septembre 2021, où là, il y avait, a priori, on n'a jamais réussi à le vérifier indépendamment, il y avait 200 000 soldats russes qui avaient participé à cet exercice militaire géant. Et beaucoup d'observateurs ont dit que c'est cet exercice qui a permis de préparer l'invasion de l'Ukraine. D'où l'inquiétude aujourd'hui des pays baltes, notamment de la Pologne. Bien sûr, et on peut les comprendre, puisque en 2021, donc novembre 2021, ils déploient des centaines de milliers d'hommes, ils disent que c'est un exercice, et puis tout d'un coup, ils franchissent la frontière. Et donc, l'exercice, il sert de paravent pour masquer une attaque en préparation. Donc là, aujourd'hui, ils annoncent Zapad 2025. Est-ce que Zapad 2025, c'est pas une offensive prévue ? Il faut rappeler que Zapad, ça veut dire ouest. Donc, le nom d'un exercice, c'est aussi une forme de symbole. Voilà, quand la France fait des exercices, par exemple, il y a eu Mare Aperta 2024, donc c'était il y a un peu plus d'1 an. C'était les Français et les Italiens qui s'entraînaient pour coopérer entre eux. Il y avait 42 navires, 52 aéronefs, des avions, et puis 6 sous-marins, dont un sous-marin nucléaire d'attaque. Donc c'est normal de faire des exercices pour entraîner son armée, il n'y a rien à dire là-dessus. Toutes les armées du monde le font de manière à avoir des procédures qui sont opérationnelles et à pouvoir faire la guerre s'il y a besoin. Maintenant, quand on est dans la zone floue où on ne sait plus très bien si c'est un exercice ou c'est le début d'une guerre, c'est là qu'en fait ça peut devenir dangereux. Parce que si on reprend le cas de Oreshnik, autrefois, les missiles qui étaient tirés, c'était des silos qui étaient à visée nucléaire, et si le missile partait du silo, on savait que c'était plus ou moins une attaque nucléaire. Mais maintenant, ils entretiennent cette ambiguïté, où ils tirent des missiles qui peuvent porter une charge nucléaire, mais qui ne sont pas nucléaires. Donc la prochaine fois, quand on verra partir le missile, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Si c'est une charge classique ou si c'est une charge nucléaire. Alors on peut le savoir par du renseignement, par de l'observation satellite. Ils avaient averti quand on l'a utilisé. Ils avaient averti. Et en principe, on avertit toujours. Sauf que là, on voit que la ligne devient de plus en plus floue, quelque part. Mais, alors sur l'exercice Zapad, en fait, c'est vieux comme la guerre froide, les exercices Zapad. Donc ça a une nécessité technique, militaire. La nouveauté de ces exercices, c'est que maintenant, pendant la guerre froide, ils se faisaient effectivement dans la partie ouest de la Russie, mais c'était encore assez loin de la ligne de front qui était au milieu de l'Allemagne, hein, en gros. Alors que là, maintenant, on est à côté des pays baltes, on est à côté de la Pologne. Donc l'usage comme masque, oui, on y pense. Alors déjà, pendant la guerre froide, chaque fois qu'il y avait des exercices Zapad, on regardait ça de très près. Bien sûr, on s'inquiétait un petit peu quand même. Et puis ensuite, c'était une manière de voir que ce que les Russes étaient capables de faire, les Soviétiques à l'époque étaient capables de faire vraiment sur le terrain, à grande échelle. Et de l'autre côté, en miroir, les Soviétiques et les Russes maintenant utilisent ça aussi comme moyen de démonstration de force. Donc c'était venu une sorte de grand cirque. Il y a normalement des observateurs qui sont là, des attachés de défense qui viennent voir ces exercices, qui sont invités. Ils sont invités, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, normalement. Alors là, je ne sais pas, mais là, ça m'étonnerait. Mais avant, oui, bien sûr, vous aviez pas d'attaché de défense, à tel point que c'était devenu une grande opération de communication. On me racontait à un moment que il y avait vous avez vu arriver débouler des chars comme ça, et puis ces chars arrivaient directement dans une grande rivière et franchir la rivière immédiatement. Alors, chose qu'on n'est pas capable de faire, nous. On se dit, waouh, il faut des heures pour préparer des véhicules légers pour arriver à franchir une rivière. Et là, ils le font d'emblée. En fait, ils avaient bétonné sous la rivière, ils avaient bétonné des passages invisibles. Et les chars étaient arrivés directement sur les passages invisibles. Une autre fois, ils avaient construit un pont spécial, et dans la foulée, ils font passer un train sur ce pont. Donc le génie fabrique un pont en bois, un train qui passe tout de suite. On dit waouh. Et en fait, ils avaient construit un train spécial. Avec des matériaux légers, ultra légers, pour être sûr que le train allait vraiment passer sur ce pont. Donc, ce sont des grandes opérations d'intoxication. On est dans la tradition Potemkin, du Premier ministre Potemkin. Voilà, on en rajoute. C'est comme les défilés du 9 mai. On en rajoute toujours dans la démonstration de force. Et on est dans la démonstration de force. Mais la démonstration de force, maintenant, elle est... Elle est à côté des pays de l'OTAN, directement. On avance. Oui, on avance. Tout ça dans le contexte, effectivement, du sommet de demain. Merci beaucoup, Bruno Combien, pour votre éclairage, toujours extrêmement intéressant et édifiant. On apprend également, en préparation de ce sommet, que Donald Trump, visiblement, aurait il aurait préparé quelques atouts pour appâter Vladimir Poutine. Ça va assez loin, d'après donc la presse anglaise, puisque le président américain se prêt à offrir à la Russie l'accès à des ressources naturelles de l'Alaska, serait prêt à leur donner accès aux minéraux de terres rares de l'Ukraine, et serait prêt à lever une partie des sanctions, en tout cas celles qui concernent l'industrie aéronautique russe. Voilà ce que dit précisément le Télégraphe. 2 des plus grands gisements de lithium d'Ukraine se trouvent sur un territoire contrôlé par la Russie. Et Poutine a revendiqué les précieux minéraux qui y sont extraits. Donald Trump est prêt à aller jusque-là pour avoir sa paix ? Sur l'ouverture des ressources naturelles de l'Alaska à la Russie, c'est invraisemblable. Moi, personnellement, je suis interloqué. Ça signifie que l'agresseur, celui qui a violé le droit international, serait récompensé financièrement. Alors que la Russie, vous savez, la Russie, c'est 25% des terres émergées dans le monde, avec des ressources naturelles qui sont inexploitées par manque de financement et d'investissement, parce que les banques russes n'ont pas les moyens en fait d'investir dans ces minerais. Et là, Trump offrirait à la Russie une partie des ressources naturelles de l'Alaska. Alors, je voulais vous faire lire quelque chose à ce propos, que très peu de monde a suffisamment analysé. Nikolai Patrouchev, vous savez, l'ancien chef du FSB et l'ancien président du Conseil de sécurité russe, a déclaré, 6 jours après l'élection de Trump, en novembre dernier, pour parachever un succès dans cette élection, Donald Trump a bénéficié d'un certain nombre de forces, le contraignant à remplir des obligations. En décideur responsable, il sera obligé de les honorer. Et c'est Patrouchev qui dit ça à l'agence TASS, qui n'est pas un média fantaisiste, si j'ose dire. Donc il fallait bien lire ça à l'époque. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le remboursement de la dette que Trump doit honorer vis-à-vis de la Russie. Donc ça pourra aller
jusqu'à la cession de certaines... Sinon, c'est absolument incompréhensible. Ouais. Et c'est aussi incompréhensible par rapport à son électorat, lui qui dit je vais faire la paix un peu partout dans le monde, mais ça ne devrait pas jouer sur la population américaine. Là, donner en fait des ressources américaines aux Russes, ça semble quand même très étonnant. Très mal perçu. Le principe, c'est on fait du business, quoi. En gros, on fait du business. Il essaie d'appâter Poutine par justement l'ouverture, concrètement la levée des sanctions, et avec du pognon, tout simplement, en disant il y a de prospérité qui sort des deux côtés. Et puis du côté américain, on se dit tiens, voilà, ce marché russe là qui est fermé à cause des sanctions, les Européens en ont été exclus. Pas anodin, vous avez raison, parce que visiblement ça aurait été préparé avec Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor. Bien sûr. Donc ce deal-là. Donc il y a peut-être ce deal qui est en préparation. Et souvenez-vous, la première rencontre, même la seule, je crois, bilatérale entre Trump et Poutine en 2018 à Helsinki, les Américains avaient été extrêmement choqués de ce qui s'était passé parce que Donald Trump avait été extrêmement conciliant avec Vladimir Poutine et avait dégagé d'un revers de la main les soupçons qui avaient été pourtant confirmés par le FBI, de soupçons d'ingérence pendant la campagne présidentielle de 2016. Et Trump, en conférence de presse commune, dit « Non, mais Vladimir Poutine m'a dit que c'était faux. J'ai aucune raison de ne pas le croire. » Oui, après une réunion en tête-à-tête, comme celle qui s'annonce demain, précédant une conférence de presse de la même façon. Oui, mais réunion qui avait été quand même extrêmement critiquée jusqu'au sein de son propre parti. Et, je ne pense pas qu'il réitérerait cette manière de faire. En tout cas, je pense qu'il va vouloir se montrer un peu de manière différente, un peu plus fort sur la scène internationale et à un niveau diplomatique. Allez, on revient sur les déclarations de Donald Trump, puisque on en a pris connaissance juste avant le début de l'émission, Claire, et c'est grâce à vous, vous nous avez alerté. Donald Trump qui s'est exprimé donc cet après-midi dans une interview à la radio, c'est cela ? Oui. Et qui donc parle de ce sommet, notamment peut-être de ses chances ou de ses risques d'échec. Oui, il indique qu'il pourrait y avoir 25% de chances d'échec. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. On peut aussi se dire, ce qu'on se disait tout à l'heure, que 75% aussi de chances de réussite. Ce qu'il indique également, c'est que l'idée, c'est d'avoir, après ce sommet, un deuxième sommet où cette fois, il y aurait Zelensky et que finalement, c'est dans ce deuxième sommet que tout va se décider, que ce sera lui le plus important. On en revient un petit peu à ce qui s'était indiqué après la réunion avec les différents dirigeants européens où l'Ukraine était un peu remis au centre du jeu, où Donald Trump reconnaissait qu'il ne pourrait pas y avoir de discussion sur son territoire, sur des échanges de territoire notamment, sans que le président ukrainien soit là. Exactement. Il parlait de réunions préparatoires cette semaine, Donald Trump. Il le confirme là. C'est-à-dire que celle-ci, elle prépare la deuxième réunion qui, celle-ci, sera très, très, très importante. Ben oui, bien entendu. Et puis, ça va être la réussite de ce sommet, ça va être l'annonce d'une réunion tripartite avec peut-être une date, donnant le temps encore à Poutine de gagner du temps. Mais cette histoire des 25%, pour revenir à ça, c'est du pipeau complet. C'est juste pour dire demain dans la nuit, vous voyez, c'était pas évident, mais j'ai réussi quand même à arracher un accord. Alors que l'accord, vraisemblablement, il est déjà ficelé, il est déjà en boîte, et il n'y aura aucune surprise pour Trump et pour Poutine dans 48 heures. Vous pensez que là, tout ce qu'il déclare, le président américain, il sait de quoi il parle parce que tout est déjà ficelé ? Demain, il va se passer des choses quand même en tête-à-tête, non ? Non, moi je pense que tout est déjà balisé sur ce genre de grand sommet, sauf les seules incertitudes. C'est quand on a tout de même des gens qui défendent chacun de leur côté leur bout de grâce, ce qui n'est pas le cas dans ce sommet en Alaska. À partir du moment où Zelensky en est absent, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'entendre, et ils se sont déjà entendus. Je pense que tout s'est déjà dit entre Witkoff et Poutine il y a une dizaine de jours, la semaine dernière plus exactement, et qu'il n'y aura absolument aucune surprise. S'il y a une surprise, ce sera un élément extérieur qui l'apportera, d'une manière ou d'une autre. Extérieur, c'est-à-dire dans la conférence de presse, par exemple ? Alors, dans la conférence de presse, j'espère que les correspondants seront libres de poser et que les correspondants ne seront pas désignés d'avance.
et que chacun sera libre de poser des questions. Non, ça peut être un élément extérieur sur le terrain. Il peut venir éventuellement bouleverser la donne. J'y crois pas trop. On a vu avec Keir Starmer et Zelensky aujourd'hui, ils ont évité de faire une conférence de presse pour éviter tout problème et tout bousculement du sommet de demain. Donc tout le monde est très très prudent, je pense côté ukrainien comme côté russe. Oui, ça c'est sûr. On a écouté tout à l'heure le président russe Vladimir Poutine qui a réuni les grands ponts du Kremlin tout à l'heure, qui s'est exprimé sur ce sommet en remerciant les Américains de faire preuve de bonne volonté pour tout faire pour la paix. Et donc il y a ces déclarations de Donald Trump. Comment est-ce que vous jugez les deux présidents à la veille du sommet, vous, colonel ? Je pense qu'il y en a un qui est préparé et l'autre qui va faire ça à l'instinct. Qui va voir, comme dit Napoléon, il va s'engager, puis il va voir ce qui se passe. Il va tâter le terrain en essayant de s'en sortir avec quelque chose, quoi. Un succès, c'est sa priorité. Donc je pense oui que tout est déjà préparé, au moins du côté russe, avec des options A, B, C, en fonction du degré de fermeté des Américains en face. Et donc ils vont certainement offrir quelque chose, petit, grand, moyen ou grand. On ne sait pas trop, mais ils vont offrir quelque chose qui permettra de sauver la face et de passer à l'étape suivante, où au bout du compte, le vrai décideur, c'est Zelensky. C'est lui qui décide. C'est lui à qui on va présenter. Oui, la deuxième, c'est à lui qu'on va dire. Okay, voilà ce qui sort de ce sommet. Qu'est-ce que tu en penses ? Sachant que Zelensky lui-même n'est pas complètement indépendant. Il faut qu'il compte aussi avec son opinion publique, avec la Rada, etc. Il n'est pas. Mais vous y croyez, là, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dans la même pièce ? Alors si je ne m'abuse, pas tout de suite. La dernière fois, c'était en 2019. Souvenez-vous. C'était au début du mandat de Zelensky, c'était promis de se revoir, il y a eu le Covid qui est passé par là, et puis après... Non, mais peut-être, je pense, moi, concrètement, on va sortir de là avec peut-être un cessez-le-feu, peut-être, ça serait une bonne chose, mais un plan, une proposition russe qui seront inacceptables par les Ukrainiens. Les Ukrainiens vont dire non. Donc on va peut-être revenir à la case départ et partir sur un autre round, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où peut-être, enfin, il y aura quelque chose qui sera acceptable par les Ukrainiens. Et là, à ce moment-là, peut-être, oui, que... de toute façon, la réunion tripartite, ce sera quasiment, là aussi, un peu à la fin du processus des négociations, si elle a lieu, où les trois présidents signeront quelque chose. Mais ils vont pas... C'est pas en se réunissant dans une salle à trois qu'ils vont décider du sort de l'Ukraine. Mais la première étape, donc, c'est demain, en Alaska. Donald Trump et Vladimir Poutine, le face-à-face que l'on suivra tout au long de la journée, évidemment, sur LCI. Merci beaucoup pour les analyses.